Bienvenue sur Android pour les nuls pour une nouvelle vidéo du Arcos 70 Internet Tablet qui j'espère sera un petit peu meilleur. Donc le produit en lui-même est présenté ici avec sa béquille, donc on peut le poser, ça me permet de le poser pour le test, c'est très pratique pour regarder les films. Donc le produit est une tablette internet tactile de 7 pouces de diagonale avec un écran capacitif multitouch mais qui est comme les Nexus One Desire, un dual touch. Elle est Wi-Fi, par contre pas 3G, mais là c'est un modèle de 8 Go, elle existe aussi en 250 Go ainsi qu'elle existe aussi en 10 pouces. Pour le modèle 8 Go, on en est à un prix très raisonnable qui est 250 €, qui est aussi fourni, on le voit ici, avec on voit pas très bien, mais un port micro SD, donc on peut étendre avec une carte micro SD. Alors, quels sont les avantages de cette tablette pour son prix? Par rapport à son prix, elle a quand même pas mal d'avantages. Donc déjà, le fait qu'on ait un bel écran qui soit capacitif et non résistif aide énormément à la navigation. Un autre avantage, donc elle est déjà fournie d'origine en Android 2.1 et à peine ouverte, et en Wi-Fi on a la mise à jour 2.2 qui s'installe. Donc c'est une tablette en 2.2 Froyo. L'interface est assez proche de l'interface d'origine à part quelques petits changements, notamment des ajouts d'applications, mais il n'y a pas de gros changements. Que dire d'autre? Ce qui va être son gros plus, je pense, c'est il y a des petits détails, aussi tout ce qui est connectique. Donc déjà en petit détail, vous l'avez vu, il y a une béquille qui est très sympa. Pareil, en dessous, on a 4 petits pieds caoutchouc qui permet de poser la tablette à plat sans avoir peur de la rayer ou de l'abîmer. Après, au niveau des connectiques, on a sur le côté, alors, l'alimentation, un mini HDMI, un jack 3.5, un micro USB et un slot micro SD. Alors, le mini HDMI permet, en fait, avec un câble mini HDMI vers HDMI, de relier la tablette à sa télé, donc pour visualiser les films, etc. Et le micro USB sert bien sûr à brancher la tablette au PC pour le transfert de données, parce que le micro USB ne sert malheureusement pas à la charge. La charge se fait uniquement via le port d'alimentation. Par contre, elle fait aussi du USB host, c'est-à-dire que il faudra malheureusement un adaptateur qui n'est pas fourni, un adaptateur de micro USB vers USB, mais vous pourrez brancher dessus clé USB, disque dur portable, souris clavier, elle est compatible avec les souris. Là je dois pas avoir de souris Bluetooth pour tester, mais j'attends un adaptateur, donc je vous ferai une démonstration avec une souris et autres périphériques USB dans une prochaine vidéo. Donc déjà de ce côté là, c'est vrai que c'est pas mal du tout. On a en plus de ça un port micro SD card qui permet d'étendre la mémoire, parce que là on a 8 Go, c'est pas énorme, sachant qu'on a une version 250 Go à disque dur qui coûte 50 € de plus, qui est malheureusement pas encore disponible, mais bon, ça reste honnête. Là elle devrait être disponible bientôt. Donc là pour 250 €, c'est vrai qu'on a une tablette qui est relativement complète, une belle taille d'écran, tout en gardant un appareil qui reste assez mobile, et par rapport à ma main, bon j'ai une grande main mais ça fait à peine plus grand que ma main. On va voir en fait niveau utilisation, on va voir surtout multimédia et internet. Donc le multimédia, pour ça Arcos est très fort, hein, c'est un peu leur domaine numéro 1, et donc ils ont fait l'interface multimédia, on va dire à leur sauce. On a un lecteur de musique qui est retravaillé. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, avec un défilement des pochettes d'albums, le choix par artiste, album, chanson, playlist, ou par stockage, donc directement par dossier en fait. Là, on peut aussi slider pour avec les jouer récemment, ajouter récemment, favoris et les albums.
Donc niveau du son, on a 2 haut-parleurs, un de chaque côté, donc on a un son stéréo qui est relativement bon. Hop, je vais faire une petite démonstration. Bon, j'ai pas de truc qui bouge énormément, mais qui est relativement bon au niveau qualité du son et qui en plus joue assez fort. Bon, bien sûr, ma petite caméra risque de pas rendre hommage au son. Hein. Ça reste relativement confortable pour écouter de la musique, pour regarder un film, etc. Donc ça c'est pour l'interface musicale. Je vais vous montrer l'interface vidéo maintenant. On a une application dédiée avec la bibliothèque avec toutes les vidéos. Alors il va scanner votre... En fait à chaque fois que vous débranchez de l'USB ou vous ajoutez quelque chose, il va scanner les éléments multimédia pour avoir justement accès directement. Dans la par exemple bibliothèque où on a choix toutes les vidéos, ajouter récemment, pas encore joué, jouer récemment. On peut faire pareil par dossier avec la mémoire interne et la mémoire externe, donc SD card ou mémoire interne de l'appareil. Bon, moi j'ai un dossier vidéo, hop, je vais vous montrer ça vite fait avec un petit épisode de Big Bang Theory, hop. Donc c'est du DivX, ça le lit en natif, hein, il n'y a aucun souci niveau lag, quoi que ce soit. Ça gère sans souci en DivX, j'ai testé 1 Go 5, il n'y a pas de problème, aucun lag. Donc en fait on a une interface qui est assez sympa, donc on clique une fois au milieu de l'écran, on a tout qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a le volume, la navigation, le titre et pour le retour à home, menu, retour. Et on peut faire apparaître élément par élément en cliquant sur la zone. Donc là le titre avec barre de notification, le volume, juste la barre de transfert, enfin de navigation, ou la barre retour menu, home, machin. C'est relativement sympa. La navigation est fluide, sans lag. Franchement c'est bien foutu pour un logiciel d'origine. Il n'y a pas besoin de s'encombrer d'un VPlayer ou d'un Rockplayer. Ah oui, autre chose que je voulais vous montrer, que je vous ai pas montré, ce qui est très pratique pour l'utilisation par exemple dans les transports en commun. Vous en êtes à la xème minute, la 7ème minute de votre épisode. Vous allez devoir sortir du métro pour prendre une correspondance. Ce que vous pouvez faire, c'est menu, marque-page. Et là vous avez un marque-page d'ajouter. Mettons que vous reveniez plus tard à votre vidéo, vous arrivez, vous reprenez votre appareil, vous relancez le mode vidéo, vous retournez dans votre dossier, hop, vous étiez sur cet épisode là, et là on voit un petit icône comme quoi il y a un marque-page. On a juste à faire un appui long, marque-page, et il va reprendre la lecture là où on en était, c'est-à-dire à 7 minutes. Enfin 7 minutes 20. Ça c'est relativement pratique, donc niveau multimédia. Après niveau du surf sur internet, donc déjà la tablette est équipée d'un accéléromètre, hein, on peut la tourner, ça va tourner l'écran aussi. Donc on peut l'utiliser aussi bien en paysage qu'en portrait. C'est vrai que le mode portrait est très utile pour tout ce qui est déjà rien que pour écrire avec le clavier physique, c'est plus simple que d'avoir un écran large ou même avec des grandes mains on n'y arrive pas. Et là l'écran pour le surf c'est pas mal aussi. Donc pour le surf moi j'utilise le navigateur MIUI, Mirror Browser, et ça reste, j'ai pas de wifi, forcément ça va pas marcher. Ça reste relativement fluide, il n'y a pas de souci de ce côté là. On va attendre que le wifi sera activé, je vais vous montrer ça. Voilà, hop. Donc bien sûr 2.2, donc gestion du flash. Sachant que l'application sur le market marche bien mais n'est pas la plus optimisée. En fait on peut trouver sur XDA une version qui a été extraite, si je me trompe pas, du Droid X, qui utilise le même processeur et qui est optimisé donc pour mieux marcher. Donc voilà, on a une page chargée, on voit bien qu'on a le flash avec la pub là sur le côté. Pour la navigation on voit qu'on a un écran qui est quand même assez large pour avoir une utilisation agréable. On peut zoomer, dézoomer
en pinch to zoom. Je vais mettre en mode portrait. Hop. Mode portrait, c'est vrai que ça a un petit côté sympa, c'est surtout l'utilisation dans des applications telles que les applications pour les journaux, 20 minutes, Métro, Figaro, etc. Pour regarder l'équipe. Donc l'application, oui, aussi d'origine, elle n'est pas fournie avec l'Android Market, mais une simple application qu'on trouve sur XDA pour l'installer et ça roule, on a le Market sans aucun souci. Niveau des autres fonctionnalités, on va parler un petit peu de ce qui a été fourni d'origine en logiciel par Arcos, qui a été modifié. On a un explorateur de fichiers qui est bien fait. Voilà. On a ce que j'ai autre chose à montrer avant. Je vais vous montrer l'enregistrement en ligne, on s'en fiche, et le manuel qui est à l'intérieur. Il y a un client Wikipédia. Il y a Twitter qui est pas l'officiel, hein, Twitter de Level Up Studio qui est en train de changer de nom en ce moment, qui est fourni d'origine. Et il y a ce qu'ils appellent System Monitor qui, je trouve, est très bien fait, qui est une application de gestion en fait, Task Killer et compagnie, qui voilà regroupe les applications, un clic et pouf, 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 pouf. J'ai une clé de launcher, c'est pas très malin, mais pouf, pouf. Sinon, oui, comme je disais, elle est d'origine pas fournie avec l'Android Market, mais il y a l'AppsLib qui est un market d'applications de chez voilà, donc on peut empêcher l'appareil de passer en veille aussi. Bon, donc voilà. Il y a l'AppsLib qui est un market d'applications de chez Arcos qui est quand même assez fourni, mais on ne trouvera pas tout ce qu'on trouve sur le market, donc l'installation du market étant relativement aisée, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La tablette est très pour le prix, on va dire qu'elle est très performante, parce qu'on atteint quand même des scores Quadrant qui sont assez proches d'un Nexus One. Sur le Leanpack, c'est un petit peu plus décevant, on est sur du 10.1, 10.5 au Leanpack, donc c'est, on va dire c'est honnête, mais ça reste loin d'un Nexus One, donc je pense que la compilation JIT est pas forcément optimisée. Niveau du Quadrant, j'ai plus les résultats en tête, mais on doit être aux alentours de 1200. Je sais pas s'il les a en mémoire. Voilà, on va regarder les informations système, donc on est en Froyo 2.2.1. On a un processeur ARM V7 cadencé à 1 GHz maximum, fréquence minimum 300 MHz, là je suis actuellement à 600 MHz, donc c'est un bon petit processeur, c'est le même qu'on retrouve dans le Droid X. On a 256 MO de RAM, une résolution de 480 par 800, un GPU qui est le PowerVR SGX 530 qui est donc le même que sur le Motorola Droid et certainement d'autres appareils, je crois que c'est le Nokia N900 qui a le même aussi. Donc bon, ça permet des performances relativement intéressantes. Je fais tourner Need for Speed Shift dessus sans souci, c'est très agréable sur un écran comme ça. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour un autre test pour vous montrer les fonctionnalités du USB Hub et un peu les performances vidéo, je pense, les graphiques. Je vais oublier de parler, on a une petite webcam en façade qui n'est pas très utile pour le moment, on peut s'en servir comme appareil photo fait pour les films, mais tant qu'on n'aura pas du 2.3 de Gingerbread, je pense que ça sera compliqué de l'utiliser dans des applications de communication. Moi personnellement j'ai pas réussi à l'utiliser. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Android pour les nuls.